Erev Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. Ici, Johan, ce témoignage vous est proposé par le Chouv Ben Ogros à Tel Aviv, l'association Lilmod, et également par le CNEF, le Centre des étudiants francophones en Israël. Ici, Johan, je me trouve pour commémorer ce jour si particulier. Je me trouve à Jérusalem, en direct, au domicile de Shaul Oren, qui va donc témoigner de son histoire rescapée d'Auschwitz. C'est à lui maintenant que je donne la parole. Nous sommes bien évidemment en direct. Nous sommes dans une soirée de transmission, le passage de la mémoire. Donc, vous êtes bien évidemment invités par le chat à poser vos questions, vos réflexions, et peut-être même que si on a le temps à la fin, vous pourrez peut-être même poser vos questions de vive voix, mais réagissez, puisque peut-être certains, vous avez déjà entendu Shaul Oren, mais j'y tenais ce soir particulièrement à entendre, comme on dit en hébreu, le klirishon, d'une première voix, quelqu'un qui est sorti des camps. C'est important, c'est notre responsabilité de transmettre cette histoire. Et c'est donc pour ça que le CNEF, le Chouv Ben Ogros et Lilmod vont organiser cette soirée pour transmettre notre histoire et transmettre notre identité. Voilà, sans plus attendre, je donne la parole à Shaul pour nous raconter son parcours. Je suis né en 1929 à Yarojno, Haute-Silésie, Pologne. Mon enfance s'écoule heureuse au sein de ma famille, à Moshtetl de Yarojno. Dans ces années d'avant-guerre, la tension monte et la guerre éclate le 1er septembre 1939. Alors, nous fuyons Yarojno parce qu'elle est trop près de la frontière allemande. Alors, nous arrivons devant Tchebinia. Il y a déjà des Allemands qui sont là. Et un Polonais nous sauve la vie en nous disant « N'entrez pas dans la ville, on assassine des Juifs là-bas. » Alors, on a continué la route et on est arrivé à Volbro, plus à l'est. Et là, il y avait encore des Juifs, plein de Juifs. On nous a invités, c'était une semaine après le début de la guerre, le Shabbat, premier Shabbat. Après le début de la guerre, on nous a invités chez des Juifs, naturellement, pour le Shabbat. Et le Balabait nous a dit, Shabbat après-midi, nous allons écouter un rabbi. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. On arrive dans une grande pièce. Il y avait des Bachurim, Bachurei Yeshiva, qui chantaient en air. Et alors, on a demandé qu'est-ce que c'est que c'était. Ils nous ont dit il y avait un grand bateau qui était ultra moderne et on a été inauguré ce bateau, mais il s'est heurté à un iceberg sur la mer et il allait sombrer. Donc d'abord, on n'a pas cru que ce bateau avait un risque de sombrer. C'est un bateau moderne qui venait de sortir sur la mer. Mais petit à petit, on commence à réaliser qu'on était en danger. Et à la fin, le bateau a sombré. Alors, les gens de Pologne, les Juifs de Pologne, certains, ont créé un air, une chanson qui s'adapte à cette situation. Et c'était des Bachurei Yeshiva
qui entouraient leur rabbi, et c'est eux, les Bachurim, qui ont chanté cet air, qui venaient de loin. C'était au cours à la suite du grand bateau moderne avait sombré. Alors, ils ont chanté cette chanson. Ça va, c'est dur. On va passer ici, je pense. Est-ce qu'on peut passer ici? Ça ne vous dérange pas? Non, on peut passer ici. On entendra mieux, on verra mieux. Excuse. Oui, on ne répète pas. Allez-y. Bon, alors, donc c'est comme je prends, on est tout au début de la guerre, on fuit à Rojno, on arrive à Volbron, et là il y a un rabbi, le Balabait nous dit, on va visiter, on va voir le rabbi. Et le rabbi était entouré de Bachurim qui chantaient, il y avait deux Bachurim qui chantaient un air. Et j'ai voulu le chanter parce qu'il me restait dans ma mémoire. Alors, on était donc un premier Shabbat à Volbron et on continue notre trajet, on continue plus à marcher vers l'est, puisque les Allemands venaient de l'ouest. Et on avait très faim, il n'y avait rien à manger. Et on était avec les 5 enfants, dont le dernier, Dayoel, il avait 4 ans et demi. Alors, on est arrivé dans un endroit où il y avait des Juifs. On a vu une femme qui vendait des assiettes de soupe. Alors, on a acheté naturellement une assiette de soupe pour le petit et on a repris la marche. Mais le petit, il a eu une diarrhée tout d'un coup, terrible, de ce qu'il venait de manger, de cette soupe. Enfin, alors ça, c'était le premier signe de la guerre. On quitte la maison, on est sur la route, on achète une soupe qui est tournée et l'enfant est malade. Alors, nous avons continué la route vers l'est et à un moment, on allait passer par Tchebinia. Les Allemands étaient déjà là. On a dit, on va passer par Tchebinia pour retourner à la maison. Et on arrive près de la ville de Tchebinia et un Polonais qui nous avertit, n'y entrez pas, il y a ici la mort pour les Juifs dans cette ville. Alors on a contourné Tchebinia, on est rentré à la maison. Nous habitions à ce moment-là dans une petite maison que nous partagions avec le propriétaire qui avait 2 fils. Un marié et père d'une petite fille, l'autre célibataire qui jouait au violon. Et le père et la mère, leur travail, c'était de vendre le lait frais tous les matins. On arrive donc de retour à cette maison. On ne voit pas ni le propriétaire, ni un des 2 fils qui était père de famille. On a donc rencontré
des femmes qui étaient veuves et une qui était mère d'un enfant qui devenait orphelin. Alors ça, c'était le premier signe, ce qui nous attend plus tard, que les Allemands, ils ont assassiné tous les hommes de cette famille. Alors, mes parents et toutes ces générations de mes parents vivaient dans une grande illusion jusque-là. Ils ont connu la Première Guerre mondiale. Et les Allemands de cette époque étaient charmants plutôt, n'étaient pas spécialement antisémites. Ils étaient très cultivés. Et les Juifs ont su qu'ils avaient des grands musiciens, Wagner, Beethoven, etc., et une belle littérature, des philosophes. Ils croyaient que ce serait la même chose. Alors, donc, ils ont pris conscience. Effectivement, on n'a pas affaire à ces mêmes Allemands. Il faut faire très attention maintenant. Ils veulent nous exterminer. Alors, on revient un peu à l'arrière. On était en 1939. Nous habitions à Yavojno, près d'une boutique de radio. Mon père allait écouter la radio quand c'était les dernières semaines avant le début de la guerre. Il m'a emmené dans cette boutique de la famille Lemnitzer et il écoutait la radio. Un jour, il a entendu le discours de Hitler où il disait « Si les Juifs arrivent à provoquer une guerre mondiale, ça sera la fin des Juifs d'Europe. » Alors, on savait depuis lors à quoi s'en tenir pour ces bons Allemands qu'ils avaient connus pendant la Première Guerre mondiale, qu'on n'a plus affaire à ces mêmes Allemands. C'est tout à fait dangereux et tout à fait autrement que... Alors, je vous arrête. Donc là, on est en 1939, on est au début de la guerre, vous avez 10 ans. Oui. Nous fuyions, les Allemands qui étaient près de la frontière étaient à 30 km. On s'est dit, bien sûr, les Polonais prétendaient qu'ils sont forts, etc. Mais on s'est méfié et on est donc parti, on est arrivé à Bodrum où il y a eu ces champs. Et après, on a vu que les Allemands sont partout, on a entendu, il fallait rentrer à la maison. Ça ne sert à rien de continuer à la maison. Et à la maison, on a croisé des camions pleins de soldats allemands. Il y en avait qui nous menaçaient avec leurs fusils. Enfin, toutes les illusions sur les Allemands ont été perdues à cette époque. On est arrivé à l'époque des fêtes. Il y avait les grandes fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Alors, comment on va fêter les fêtes, mais il faut faire très attention. Alors, ce qui est arrivé, c'est que là où nous habitions, c'était insupportable puisque les hommes avaient disparu à Tchépina. Alors, d'autre part, on a vu que les Allemands continuaient à faire évacuer les Juifs de belles maisons. Et il y avait la maison où il y avait eu le Cheder, l'école juive, qui était une belle maison qu'une veuve avait payée pour la communauté juive qui était religieuse, et pour ce Cheder qui avait au début. Alors, il y avait une grande maison, une belle cour, et des pièces, beaucoup de pièces. Alors, on continuait à faire étudier. Mais très vite, les Allemands se sont organisés et ils ont
commencé à poursuivre. Il y avait des cas où ils ont arrêté des Juifs, ils ont envoyé à la famille des petites boîtes avec des cendres. Et il y avait une fois une auto qui est arrivée, décapotable. Et dès l'arrivée à Yavozhno, dans le centre, le chauffeur allemand a sauté de cette voiture. Il commençait à frapper les Juifs qui étaient à son passage, mais frapper de façon sauvage. Alors on a compris qu'il fallait bien prendre en considération qu'on n'avait plus affaire avec ces bons Allemands de la Première Guerre mondiale. Et voilà. Alors, Et Shaoul, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir cette histoire avec la synagogue? les synagogues ont commencé, voilà, ils ont détruit les synagogues, ils ont mis un feu. Et donc, on n'avait pas le droit d'aller prier. Et les fêtes se sont commencé à prendre une allure très triste. On avait le souvenir, moi j'avais le souvenir d'un juif qui disait la Torah encore à Rosh Hashanah Kippour. Et ce qu'il disait, la façon dont il disait la Torah, pour moi c'était très impressionnant. J'ai gardé ça en souvenir longtemps, mais c'était les dernières prières qu'on avait eues. Mais comme Kippour, on a eu la visite d'Allemands, de la Wehrmacht, par SS, et ils se sont installés, ils nous ont expliqué, ils ont le souvenir des Juifs allemands qui priaient, qui ne pouvaient plus prier. Alors là, ils ont trouvé le moyen d'écouter les prières juives. Ils étaient très contents, ils sont restés. Et ça, c'était un cas. En fin de compte, ils sont organisés, ils commençaient les xérotes, les décrets. On n'avait plus rien du tout comme droit. On ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus sortir après 8 heures du soir. On habitait dans une cour Mandelbaum. Alors, on n'avait plus le droit. Et un jour, un soldat allemand était près de la porte d'entrée. Alors, il a trouvé le premier juif qui était dans les environs. Il a dit, viens. Il a dit, essaie de sortir de la cour. C'est une cour qui était habitée uniquement par des juifs. Alors, il hésitait. Il a dit, non, tu sors. Et dès qu'il a fait un pas, il a reçu des coups. Comment tu fuis Il a frappé. Donc, on avait compris, ils mentent, ils sont très mauvais, ils sont cruels. Bon. Alors, premier problème qui s'est posé, mon père était prof à l'école juive. On va peut-être voir une photo de votre père avec son école, elle est là, elle est restée ici, Oui. je vais vous la montrer. Et pendant qu'on va montrer cette photo, vous m'avez dit que c'était ça, la photo de votre père, une seconde, on va la montrer à l'écran, une seconde. Voilà, ça c'est mon père. On ne la voit pas encore, on va la partager. Et voilà, on partage ça. Alors. Voilà, alors ça c'est à Lag BaOmer 39, avant la guerre. Mon père, avec des élèves d'une grande classe, ils vont dans les champs pour Lag BaOmer. Donc, ça c'est mon frère aîné, non, c'est là, mon frère aîné. Et ça c'est Asher Amsterdam. C'est le seul de tous ces garçons qui ont survécu la guerre. Tenez une image de ce que c'était. Pour les enfants, ils étaient le plus en danger, les enfants. Alors, naturellement, on ne pouvait plus continuer à enseigner. Mon père était triste de ne pas pouvoir enseigner la Gemara. Il aimait beaucoup la Gemara. Il fallait Parnassa. Alors, il a trouvé une formule de fabrication de savon et il a réussi
a créé du savon, a fabriqué du savon qu'on a vendu aux paysans, ça nous a donné par massa. Et on avait même réussi à manger du poulet kasher, parce que mes oncles étaient tous des shochatim. Il y avait un oncle qui était Moël aussi. Alors, Je vous coupe un petit peu. oui, Vous avez une histoire passionnante et le temps passe. oui, alors, Est-ce que vous voulez nous dire, plus est-ce que vous vous important. rappelez, au moment où vous êtes pris, vous êtes envoyé au Auschwitz, comment ça se passe? Oui, très bien. Alors, ça, c'est la communauté était dirigée par Monique Merin, qui collaborait avec les Allemands. Alors, il croyait qu'il aurait la vie sauve comme ça. Il y avait même une église juive. Finalement, Yavojno a été déclaré Judenrein, il fallait quitter, et sinon on était assassiné. C'était un vendredi soir, la nuit, mon père il a quitté Yavojno pour aller à Sosnowiec, par la forêt. Sosnowiec, il y avait plein de juifs, il y avait deux villes, Sosnowiec et Bendin, étaient proches, et il y avait plein de juifs là-bas. Et puis continuer encore à vivre. Mais entre-temps, s'est organisée la direction de cette communauté juive. C'est Monique Merin, à Sosnowiec, et Chaim Merin, son frère, qui dirigeait la ville de Bendin, qui était à côté de Sosnowiec. Bon, alors, l'étape suivante était l'envoi des jeunes gens, des jeunes filles dans les camps de travaux forcés en Allemagne. Alors, il s'est créé une chanson, il nous a envoyé une chanson qu'il chantait. Alors, je vais essayer de chanter. Wir sind verbucht im Lager an der Berg. Aber steht alles, ist so schön, wenn ich der Mann dir bänke und wein. Die Teuren in Wannerberg sind verschlossen bei Nacht. Wir sind verbucht bei Tugend bei Nacht. Ça continue comme ça. C'est en yiddish? Yiddish. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire on est devenu des Bachurim, séparés des femmes. Alors, ils ont trouvé Boucher devenu des Bachurim, célibataires. Mais voilà, et quand même, ils ont trouvé un moyen de chanter un peu. Alors, eux, ils étaient donc dans les camps de travaux forcés. Mais avant d'être envoyés dans les camps de travaux forcés, mon père et tous ces jeunes gens de Yarojno ont été arrêtés par la police. Ils se sont retrouvés dans une grande salle de l'école polonaise. Et là, ils s'étaient entourés de SS. Et on avait le chef qui dirigeait ça, c'était un Allemand, un officier allemand, qui plus tard, il devenait de plus en plus mauvais, qui dirigeait il frappait des juifs, il pouvait assassiner. Enfin, eux-mêmes avaient suivi une dégradation au fur et à mesure, moi j'ai dit, au fur et à mesure de pratiquer le mal, ils sont devenus plus mauvais. Votre histoire à vous, l'histoire de votre père, vous, oui, de quelle manière vous êtes envoyé? Alors voilà, alors mon père, il travaillait d'abord, au début, il travaillait dans l'usine de charbon qu'il y avait à Bonjour. Et plus tard, il a été pris, il a été envoyé dans un camp de travaux forcés, d'où d'ailleurs il n'est pas sorti. Il a été. Des amis à mon père m'ont raconté que c'était à Pessah, il ne voulait rien manger de Hametz. Alors, il s'est affaibli, il était déjà très faible par les travaux forcés. Alors, il est décédé tout de suite après Pessah. Ça, c'est ce que j'en ai su. Enterré, pas enterré. Vous l'avez su. Vous avez appris la mort de votre père bien après la guerre ou déjà quelques mois après? Déjà pendant la guerre, on a su. Parce qu'il communiquait
un peu avec les gâteaux. Et vous, à Alors, partir de quel moment vous vous trouvez interné dans un camp? non, je ne me rappelle pas. Ça ne devait pas être, quand on a entendu ça, ça ne devait pas être. Non, je parle de vous. À quel moment vous êtes déporté vers Auschwitz? Oui, alors attendez. Voilà comment ça s'est passé. Après, on voit des jeunes gens, jeunes filles dans des camps de travaux forcés. Ils ont donc cassé les familles, épuisé les familles. Il y avait des vieillards qui n'avaient plus de quoi vivre, etc. Il y avait des drames, beaucoup de drames. Mais enfin, on continue encore, jusqu'au moment où les déportations ont commencé vers Auschwitz. Alors, ça s'est passé comme ça. Et ils nous ont, une nuit, par exemple, ils se sont attaqués dans notre quartier. On était déjà dans le ghetto. Sossenweiß-Bending. Ils ont attaqué le ghetto. On a vu des Allemands par les fenêtres. On a essayé de se cacher. Mais ils ont finalement organisé ce qu'ils appelaient le punkt, c'est-à-dire tous les Juifs étaient assemblés sur une place. Il y avait une certaine sélection pour le travail. Et tous les autres, on les a envoyés dans des camps de travaux forcés, des camps de travail, des camps de concentration. Alors, donc les familles étaient déchirées, il n'y avait plus de parnassa, enfin, c'était des drames et des drames. C'était des camps de travaux forcés. Après, on commençait les déportations à Auschwitz. Alors, ils nous attaquaient la nuit, au plein jour. C'était à l'improviste qu'ils sont venus dans le ghetto, entrer le ghetto, entrer, pénétrer, ils ont ramassé les gens se sont entre-temps cachés. Et dans ma famille, ce qui s'est passé, c'est que on a trouvé une bonne cachette et c'est tout. Alors, notre cachette était la cave, on a camouflé l'entrée. On savait que ce n'est pas une bonne cachette. Par ailleurs, on était à la porte du ghetto, c'est-à-dire on était à la frontière du ghetto. Donc, on savait qu'il y aurait beaucoup d'Allemands qui essayaient de trouver des Juifs, surtout dans ce passage vers la zone polonaise. Ils voulaient empêcher de se sauver en dehors. Alors, on a été pris, mon père et les deux frères. Ma mère était cachée, une bonne cachette, elle était restée dans le ghetto, avec les petits. Mais avant ça, il y avait des rafles et ma mère avait été prise avec mon petit frère, le plus jeune, qui avait 4 ans et demi. Et parce qu'ils n'avaient pas trouvé une bonne cachette, alors ils ont été ramassés. Et on les a mis dans le Sierocieniec de la ville de Bengine. La ville de Bengine avait, avant la guerre, un orphelinat, on appelait ça par le polonais Sierocieniec. Et tous les orphelins, orphelines étaient casés dans ces grands bâtiments de Sierocieniec. Mais les Allemands se sont accaparés de cette maison pour servir de passage après une rafle vers Auschwitz. Ils ont mis les gens dans cette maison, il y avait plusieurs pièces, et le lendemain, ils les ont sortis dans le train pour Auschwitz. Et nous, on a été pris, moi j'ai été pris avec mon petit frère. Donc là, si je me rappelle bien, vous avez à peu près 14 ans. Oui. Et votre frère, comment il s'appelle? Il a quel âge? Il avait 15 mois de moi. Okay. Et vous êtes dans le train en direction d'Auschwitz. Le transport dure quelques jours. Et
là, on rencontre pour la première fois le Sonderkommando qui était près du train. Alors, on leur parlait, ils disent la vérité de ce qui se passe ici. Ils ont montré le four crématoire, la fumée. C'est ça la vérité ici. Ça veut dire que dès que vous descendez du train, Ouais. vous connaissez la vérité d'Auschwitz. Oui, on connaissait la réalité d'Auschwitz. Dès que vous arrivez, il y a beaucoup de gens. Oui, alors il y avait une sélection. Il y avait un officier français qui cherchait des jeunes pour ses expérimentations. Et il nous posait, nous, enfin, quand on était là, mon frère Moshe et moi, alors il a posé une question. Est-ce que vous avez eu Gelbsucht? Il a dit en allemand. Gelbsucht, ça veut dire la jaunisse. On ne comprenait pas, ils nous ont montré le chiffon jaune. Cette maladie, on avait compris. On a dit non. Alors, il nous a sélectionnés à Auschwitz. Mon frère et moi, on était parmi un petit groupe de 19 garçons et jeunes gens. Alors, c'était un officier de la Wehrmacht qui nous a tranquillisés. Il y avait un transport de 3000 à peu près. Sur ces 3000, nous, on était les seuls sélectionnés, 19 garçons. Et les autres ont été envoyés à la chambre à gaz, tout de suite. C'est ce qu'on a su après. Alors, nous, on arrive dans le bloc 19. Non, pas dans le bloc 19, bloc 28. Bloc 28. Là, on va rester 7 semaines, pardon. Et on va être sur des lits superposés, 3 lits superposés. Et il y avait un bloc LTCR, c'est-à-dire un chef de bloc, qui était un Polonais. Mais toutes les autres fonctions étaient tenues par des SS. La première nuit à Auschwitz, on est reparti des lits à 3 niveaux. Et au milieu de la nuit, je suis réveillé. J'entends 1, 2, 3 en allemand. 1, 2, 3, hop là. Et un coup, ils ont jeté des cadavres d'une journée d'Auschwitz dans un camion pour les crématoire. Et à côté de ça, il y avait un SS qui chantait avec beaucoup d'émotion des chants allemands, de la musique allemande. Ça, c'était frappant. Il monte de garde avec son arme dirigée vers le camp, un gros projecteur pour éviter la fuite. On ne pouvait pas fuir parce que le barbelé était électrifié. Ça, on le savait. Mais voilà, à côté du SS qui chantait avec émotion, il y avait un camion qui chargeait les morts d'un jour. Auschwitz, par suite de coups qu'ils ont reçus par des capots au travail, ou bien de maladies parce que les gens tombaient malades, ils étaient très fragiles, il n'y avait plus de force. Alors ils attrapaient des maladies qui se communiquaient. Enfin, bref, il y avait beaucoup de morts chargés dans ce camion qu'on a vu. On a entendu 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop. Première nuit d'Auschwitz. À côté de ça, on a un homme qui chantait. Bon, alors, voilà, ça c'est. On voit le bloc LTCR, qui était un Polonais, on lui demande donne-nous quelque chose à manger. On a très faim, parce qu'on avait jeûné toute la journée dans le ghetto. Ils ne nous ont pas donné une goutte d'eau, rien du tout. Au moment où il y avait de la pluie, eux, ils ont été se protéger, ils ont confié la garde à la milice juive qui était là. Mais le chef de la milice juive, il a donné un ordre à ses policiers. Il leur a dit, un Polonais, głowa za głowę, tête pour tête. Un qui laisse échapper des rangs qui étaient encerclés, il va aller à leur place. Alors, il y avait quand même un petit sauvetage, parce que les milices juives, ils avaient 2 signes, une casquette et une bande blanche sur le bras. Et alors,
c'est ce qu'ils ont essayé quand les SS ont été se coucher et ont confié le travail de garde à la milice juive. Ils ont essayé de quitter cette rampe et s'enfuir. Alors, moi, j'ai été avec mon petit frère, Moshe. Alors, pour moi, ce qui était le plus dur, c'était que mon petit frère, 4 ans et demi, 5 ans, voulait rentrer chez sa mère. Il ne faisait que me pleurer, que me dire « Ich will daheim gehen zu der Mama ». « Ich will daheim gehen zu der Mama ». En yiddish, je veux rentrer chez ma mère. Il a quel âge Moshe à ce moment-là à peu près? Non, ce n'était pas Moshe. Moshe, il avait 1 an et demi de moins que moi. Moi, j'avais 14 ans quand je suis entré en Auschwitz. Je suis à 29. Alors, mon petit frère voulait rentrer chez sa mère, on ne savait pas quoi faire. Mais on était enfermés après dans ces Chérotignes, la maison des orphelins, parce que les Allemands étaient très... Les Soudarim, ils étaient très ordonnés. Ils ne pouvaient sortir de là que quand il y aura un train. Le train n'était pas l'un après l'autre. Alors, ils attendaient le train. Pendant ce temps-là, on était à Auschwitz. Alors, ce qui nous a fait souffrir à Auschwitz, c'était la faim. Ils ne nous donnaient rien à manger. Et même après, le lendemain, quand ils nous ont donné, soi-disant, une soupe, avec des morceaux qui flottaient là-dessous, sur la soupe, et on pensait que c'était de la viande cachère, mais on ne mange pas la soupe. Alors, le premier jour, on n'a rien mangé. On a jeûné, alors que dans le ghetto, déjà, on avait jeûné toute la journée. Et le lendemain, on s'est jeté sur la soupe. D'ailleurs, il n'y avait pas de viande, ils ne donnaient jamais de la viande. Il y avait un peu de soupe, de terre. Alors, à Auschwitz, on a entendu, il y avait des Grecs qui étaient enfermés à Auschwitz. Alors, pendant la journée, il y avait 2 Grecs qui ont chanté une chanson italienne, en italien. Alors, la chanson, c'était comme ça. Mamma son tanto felice, na 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 na, tu e cantone felice, vivere lontano te, na 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 di da 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 da, ni na 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 na, ma. Je réexplique un petit peu pour ceux qui viennent de se connecter. Vous vous trouvez maintenant à Auschwitz. Ouais. Vous allez être pendant 7 semaines à Auschwitz, 7 semaines d'affilée. Ouais. Vous travaillez, vous dites que... On ne travaillait pas, on était des loifers, c'est-à-dire on allait avec des messages d'un bloc à l'autre, messages que envoyaient les SS. Il y avait un parmi nous qui travaillait dans le bloc des femmes. Le bloc des femmes, c'était terrible parce que ils opéraient les femmes. Alors, s'ils étaient enceintes, ils tuaient autrement, ils les rendaient stériles. Et il y avait un médecin qui travaillait dans ces blocs de femmes. Il s'était vanté qu'il arrivait à stériliser 1000 femmes par jour. On a entendu ça. Et un jour qu'on était là, à Auschwitz, il y avait un appel. Ils nous ont dit qu'il faut sortir pour assister à quelque chose. Ils avaient pendu 12 hommes sous prétexte qu'ils voulaient se fuir. Alors, il fallait assister à cette pendaison. Alors ça, c'était quelque chose de terrible. Il y avait à Auschwitz le bunker de punition.
quelqu'un qui a comme une faute, on le mettait dans le bunker. Et il y avait un capot qui était très fort. Il frappait, il pouvait tuer quelqu'un. On a assisté à une pendaison, on a pendu des déportés. Sur un prétexte, une faute. Bref, Auschwitz était très, très, très dur. J'ai assisté une fois à un soldat SS qui a frappé un homme. Mais on avait l'impression qu'il voulait charcuter, qu'il voulait enlever des membres de son corps avec une rage terrible. On a assisté, il y avait un bohémien qui était couché pas loin de notre lit. Il a supplié de pouvoir boire quelque chose. Et le bloc intestin, c'était le jour, il n'a pas voulu se déranger. Il a laissé mourir. C'était ça, les camps de concentration, notamment Auschwitz. C'est-à-dire la cruauté. Donc, avant qu'on... Il y avait Mengele qui ramassait des gens qui avaient l'air un peu faibles, un peu malades. Il les ramassait, se déshabillait, il passait devant lui, il faisait la sélection. Il cherchait des faibles, les envoyait en chambre à gaz. Ça, c'était Mengele. Et un jour, on devait passer devant Mengele, notre groupe de 11, et moi, j'avais à ce moment-là le cou très enflé, une réaction. Après, c'est passé. Mais alors, on a vu qu'il faisait la sélection, il ne fallait pas être petit. Les petits, il les ramassait tout de suite. Alors moi, qui n'étais pas grand, j'avais 14 ans, alors je me suis mis sur la pointe des pieds, en tournant les pieds pour qu'il ne voit pas, pour être un peu plus grand. Parce que autrement, j'étais parmi les enfants. Ça, c'était Auschwitz. Et vraiment, j'ai des coups, des capots qui frappaient à mort. Le nombre de morts en une nuit d'Auschwitz qui était chargé, que j'ai entendu pendant mon sommeil, c'était cruel. Cette semaine, on est resté à Auschwitz. Après, on nous a dit, on va sortir de là. Alors, on avait peur qu'ils allaient nous assassiner, parce qu'on ne travaillait pas. Alors, moi, j'étais avec mon frère Moshe. Il était malade, il avait de la fièvre. J'ai demandé à Cesse s'il pouvait rester. Il est malade. Il a rayé des listes. Ce qui fait que, par ma faute, enfin, ce n'était pas voulu, évidemment. Il est resté à Auschwitz et moi, on m'a sorti du camp. Ils nous ont mis dans un train, on est arrivé à Sachsenhausen. Je fais juste une pause. Je lis un extrait de votre ouvrage et vous dites comme ça. Le 13 août 1943, 12 d'entre les 19 reçurent l'ordre de se préparer et de quitter le camp d'Auschwitz, c'est ce que vous avez dit. Et donc, à ce moment-là, votre frère Moshe est malade. Oui. Et donc, vous demandez au SS s'il peut rester. S'il peut rester, il va le rejoindre après. Ouais. Et vous dites quelque chose à Moshe avant de le quitter? J'ai dit, j'espère qu'on va se retrouver très vite. Mais on ne s'est pas retrouvé très vite. Et j'ai eu droit d'écrire une lettre dans la poste. Un jour, c'était une fois. Alors, j'ai écrit une lettre à mon frère Moshe à Auschwitz. Il m'a dit après la guerre qu'il avait reçu cette lettre, qu'il avait beaucoup encouragé, savoir que moi j'étais vivant. Il y avait une chance. Bon, ça c'est un petit détail. Mais alors, au bout de cette semaine, ils nous ramassent, on croit qu'on allait mourir, ils allaient nous envoyer, parce qu'ils se sont trompés. Nous, on ne peut pas travailler, alors ils vont nous envoyer à chambre à gaz. Mais finalement, oui, alors il y avait un parmi nous qui nous dit, on prépare déjà un feu fou. Ça me fait un peu. Alors, au bout de cette semaine,
on nous envoie par un train à Sachsenhausen. Et là, on n'avait pas besoin de nous donner un numéro quelconque. On a reçu des numéros sur l'habit. On ne peut plus, c'était 13 000 quelque chose. Alors ça, c'était un autre camp. C'était différent, très différent. C'était pas aussi cruel qu'Auschwitz. Parce qu'à Sachsenhausen, la plupart, c'était des Allemands qui avaient été communistes, que le régime d'Hitler les a entraînés. Et c'était tout près de Berlin. Alors on a assisté un jour, quand il y a eu une révolte contre Hitler, qui voulait assassiner, ils les ont arrêtés, les gens qui étaient dans le pays, et ils les ont envoyés à Sachsenhausen. À Sachsenhausen, on pouvait apprendre certaines choses. Il y avait des groupes différents, différentes nations, beaucoup plus qu'à Auschwitz. Il y avait des Norvégiens qui avaient droit, étant donné qu'ils considéraient que la race des Norvégiens était proche des Allemands, ils avaient droit de recevoir des colis. Et nous, on était très amis avec les Norvégiens. Il y avait à l'hôpital où on était, parce qu'on nous a mis tout de suite à l'hôpital. Alors, un des Norvégiens était médecin, l'autre qui était infirmier, et il ne connaissait pas l'antisémitisme. Un jour, j'ai surpris un médecin norvégien, il discutait avec un médecin polonais, et il lui a demandé, les Norvégiens demandaient au Polonais, comment ça se fait qu'il y avait tellement d'antisémitisme, de haine contre les Juifs en Pologne. Il a dit, les Juifs étaient trop nombreux, c'était le tennis. Mais les Norvégiens étaient très copains avec nous. Il y avait des médecins, il y avait des infirmiers. Alors, dans notre bloc, la direction était aux mains des Norvégiens, c'était proche de race. Et ils nous ont aidés, ils avaient le droit de recevoir des colis et nous en donner un peu. Moi, à Sachsenhausen, j'avais un rôle, c'est de servir un homme qui avait de la protection. Il avait droit à une chambre seule en tant que malade. Alors lui, il m'a raconté qu'il était directeur de théâtre. Alors, il avait des copains qui lui apportaient à manger, des cuisiniers du camp, etc. Et il voulait que moi, je lui arrange la chambre. J'étais responsable de ce travail. Et c'est lui qui m'a appris l'allemand. Et bon, j'ai appris l'allemand à Sachsenhausen. Moi, ça, c'est lui après. Alors, donc, Sachsenhausen, c'était beaucoup mieux qu'Auschwitz. Il n'y a pas de doute. Et en plus, il y avait un haut-parleur qui nous donnait le rapport de Oberkommando der Wehrmacht, c'est-à-dire de l'armée régulière allemande. Alors, on pouvait suivre la retraite de Russie depuis Stalingrad. Moi, je connaissais par cœur des villes comme Kiev, comme Kharkov, comme Smolensk. Enfin, il disait, Smolensk wurde planmäßig geräumt. C'est-à-dire selon un plan prévu. Je ne veux pas dire qu'ils avaient perdu. Ouais. Alors, on savait donc la situation sur le front. On a assisté à des batailles d'avions. La Luftwaffe avait des ennuis avec les avions anglais qui étaient proches, et même quelquefois l'américain. Bon. Nous, ça nous a apporté beaucoup de joie d'assister à ces batailles. Bon. Qu'est-ce qui se passe pour vous là-bas dans ce camp? Qu'est-ce que vous faites? Nous, est arrivé le médecin qui nous avait sélectionné à Auschwitz, il s'est présenté comme docteur Domaine, il nous a dit carrément, je vais faire des expériences sur nous. Et vous parlez en allemand? En allemand, oui. Et alors, une fois, oui, alors on a su par les infirmiers, parce qu'on nous injectait quelque chose qui était codé, qui était secret, et on prenait le sang,
C'était tous les jours. On avait les veines dures comme la pierre. Parce que nous prenions le sang, nous injections. Donc, par les infirmiers, ils ont su qu'ils venaient de la ville de Domen. Non, la ville de Gießen. Domen, c'était le docteur. Alors, la ville de Gießen, c'était une ville universitaire où il avait son laboratoire. Alors, ce qu'il cherchait, c'est il nous injectait la maladie des animaux, ce que j'ai su après. Oui. Oui, ça, c'est des enfants qui vont à Auschwitz. Ça, c'est Auschwitz. Et ça, c'est les blocs. Ça, c'est les accidents. Voilà, peut-être qu'on va montrer ça. Vous savez où, dans quel bloc vous étiez, vous? On était au bloc numéro 2, qui était à l'hôpital. On était à l'hôpital. Puisqu'ils voulaient faire des expériences, il fallait qu'on soit à l'hôpital. Non, je ne pas les blocs, mais c'est les blocs numéro 2. Donc ça, c'est les accidents. Voilà, ici. Alors, bloc numéro 2, une partie les blocs, qui est... c'est par là. C'est des traits, ou les traits, c'est des blocs. On était dans... Oui, les premiers blocs, c'était l'hôpital. Nous, on était au bloc numéro 2, chambre 51. Et donc, vous disiez, vous avez appris plus tard que vous injectez des maladies des animaux? Oui, injecter la maladie du foie des animaux qui étaient soumis à ces expériences. C'est choisi. Et ils voulaient créer cette maladie à notre niveau, auquel cas ils auraient des vaccins. Il faut se servir de vaccins. On passe. Alors, un jour, il m'a pris à l'hôpital là-bas, il a pris dans une chambre, il m'a fait m'asseoir sur une petite table, et il m'a enlevé la chemise, il a fait une entaille dans le dos, au niveau du foie. Il m'a montré une grande aiguille. Je voulais raconter ça. Non, pas encore. Alors, il nous a montré cette aiguille qui était large. Et donc, il m'a montré, il m'a dit, il m'a fait une incision au niveau du foie. Et il m'a dit, je vais t'introduire cette aiguille, tu ne dois pas bouger, tu ne dois pas respirer pendant que je fais ça, sinon tu vas mourir. Et il a sorti le sang de mon foie. Ce qu'ils appellent en allemand Leberpunktion, ponction du foie. Et alors j'étais un peu malade, mais enfin c'était pas grand-chose. C'est-à-dire j'étais couché, un infirmier devait communiquer avec lui à Berlin pour lui dire mon état. Bon. J'ai eu mal, mais c'est passé. Et après, donc, ils nous ont donné des petits travaux. Et on arrive comme ça jusqu'au moment où les Russes avancent. Et ils arrivent à Francfort sur le Oder. Et à Francfort sur le Oder, c'est à 70 km de Berlin et des accidents. Et un jour, ils ont décidé d'assassiner les malades graves des accidents. Et nous, on a reçu un ordre à joindre les maladies. Donc, c'était pas mal. Ils voulaient nous assassiner. Mais grâce à un médecin norvégien qui était très estimé par le Lagerarzt, c'est-à-dire le SS, l'officier était Hauptsturmführer. Il a été le voir. Il a dit, j'entends qu'on peut... Il a dit un terme qui cachait, c'était la mort. Il dit, on leur a donné l'ordre de quitter
l'hôpital et de passer là. C'était là où il y avait la gaz à camer. Alors, il a dit au Lagerhaus, mais moi j'ai suivi les expérimentations des octodomaines. Bien qu'il ne soit pas venu dernièrement, il ne venait plus parce qu'il ne voulait pas se mouiller trop, il savait que les Allemands allaient perdre la guerre. Il ne venait plus. Mais nous, on était restés au même endroit à l'hôpital. Alors il dit, je sais pertinemment que Dr. Domen a l'intention de continuer ses expérimentations. Il avait été convaincu. Je sais, il m'a dit, bon, ils nous ont laissés. Ils nous ont libérés. On était déjà à la marche vers l'endroit où ils massacraient. Sur le chemin, sur la marche, oui, on est sorti. Il a reçu l'ordre. On n'en fait rien, il retourne à l'enchaînement. Juste une question à propos de celui qui vous permet de vous libérer. Je ne me rappelle pas, c'est un Norvégien, c'est un Juif? C'est pas un Juif. C'est un Norvégien. C'est un Norvégien. Il s'appelle Per Roth. Per Roth, il a reçu la médaille des Nations. Donc vous l'avez revu plus tard? On a demandé pour lui la médaille des Justes Nations. C'était longtemps. C'était un infirmier. Il nous a aidé pareil aussi. Il recevait des colis. Quelqu'un était malade. Il a pu lui donner des sulfamides. Tzadik. Okay. Alors nous, on fallait faire attention. Il a un arbre à Yad Vashem en ce moment. Voilà. Alors donc, ce qui était le pire dans cette histoire, c'est quand les Russes sont approchés des axes de Norzel. Ça va, les Russes arrivent. Les Russes arrivaient près du camp d'Axe-Norzel. Et les Allemands ont décidé de massacrer, du camp, de massacrer les malades graves. Parce qu'ils ne voulaient pas que les Russes trouvent des sous dans cette situation, que c'est une mauvaise propagande pour les Allemands, qui allaient déjà mal. Vous avez déjà raconté le Norvégien vous permet de vous sauver. Il nous a sauvé la vie. Alors il a reçu le titre de Juste Nation. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes libéré? Qu'est-ce qui se passe? On quitte le camp parce que les Russes sont prêts. Ils ne voulaient pas faire ce cadeau, laisser les déportés. Ils nous ont sortis en une nuit. Ils ont fait sortir par groupe de 500. Nous, ils ont mis. Alors, nous, on avait peur de devoir rester au camp parce qu'il y avait des bruits qui couraient que l'Himmler aurait donné l'ordre de massacrer les Juifs, des malades graves. Alors, quand on a quitté le camp, c'est une des phases des psukim possibles pour la libération. Yeshua. Israël. Oui, non, on dit les choses chez le Géoula. Ouais. C'était exactement ça qui nous arrivait. Parce que quand on a quitté le camp, on était heureux de quitter le camp. Autrement, on avait peur des ordres de Himmler. Alors, on marche 12 jours, très, très dur. Ils nous ont donné un petit bout de pain. Et moi, j'étais avec Hirsch, Ivanovic. On marchait toujours ensemble. Quand il y avait l'ordre de démarrer la marche, il fallait que nous venions, on était les premiers du rang. Et un jour, un Polonais a dit c'est que nous, on était des Juifs. Alors, on risquait de mourir. Alors, il y avait d'autres Polonais qui ont pris ces défenses. Ils ont dit non, c'est pas vrai. Nous savons qu'il est catholique, il prie comme un catholique. Ils nous ont sauvés.
C'est des miracles qui arrivent tout le long comme ça. Et quelqu'un qui ne pouvait plus marcher, il disait, repose-toi, marche de la route. Le groupe passait, tac, tac, ils ont tiré sur lui, ils l'ont tué. Et maintenant, en ce moment, il y a un procès pour ces SS qui ont tué des gens dans la marche. J'ai été interrogé par quelqu'un de Jérusalem. Alors donc, voilà, on a marché 12 jours, terrible, pas mangé. On arrive à Lübeck, qui est port allemand, au nord de... Le jour même où on arrive à Lübeck, les Anglais entrent à Lübeck et libèrent la ville de Lübeck. On était donc libérés du jour au lendemain. C'était le 3 mai 1945. Donc pour vous, le 3 mai 45, c'est le jour où les Anglais arrivent, où vous vous trouvez, et c'est la libération totale. C'est la libération totale. Et alors, il y a quelqu'un dont on fait la connaissance, qui a été dans un camp d'officiers français, ont été également libérés ce jour-là, même. C'était un pilote, Jean Israël, il s'appelait. Il était un ami de Saint-Exupéry, qui écrit sur lui dans son livre Pilote de guerre. Il dit de l'ouvrage de ce Jean Israël, dit un des pilotes du groupe, le plus merveilleux de tous. Avant de continuer dans l'histoire, j'aimerais peut-être qu'on revoie quelques photos, si vous voulez commenter ça. On a pas besoin. Oui. Alors ça, vous m'avez dit que c'est une liste de quoi? Ça, c'est d'autres enfants, pas du groupe, de notre groupe, d'autres enfants qui ont subi des expérimentations et que les Allemands ont tués à la fin de la guerre, à la libération. Okay. Alors, nous, c'était notre cas aurait été le même s'il n'y avait pas de miracle. Voilà. Alors, nous, on arrive à Moissac. Comment on arrive à Moissac? C'est comme ça. On arrive à l'hôtel du Tessia. C'était l'endroit où arrivaient tous les libérés de tous les camps. Vous parlez quelle langue à l'époque? Yiddish, allemand, français aussi? Non, pas un mot de français. Bien. Je n'ai pas été en France, je n'ai pas étudié en France. Je connaissais les mots de Rachid. Il n'y a pas longtemps, il est arrivé en visite à Jérusalem le président de France. Président Macron. Alors, je lui ai dit que moi, en tant que gosse, en étudiant dans l'école juive, je savais pas mal de mots français qui ont été traduits et expliqués par Rachid. Il était content. Il a dit dans le micro, il a dit « Shaoul vient de me raconter ». Super. Donc là, on va revoir la photo des enfants qui arrivent à Moissac. Qui on voit sur ces photos? Voilà, alors je vais vous expliquer. Ça, c'est Hirsch, avec qui j'ai marché tout le temps. On était ensemble. Une seconde. Il est où, Hirsch? Hirsch Litmanovitch. Plus à droite. Après la guerre, il a trouvé une sœur. Et bref, il est retourné au Pérou. OK. Il vit au Pérou. Mais en ce moment, je crois qu'il est encore là. Il est venu ici, mais il doit être reparti. Hirsch Litmanovitch, c'était comme mon frère. OK. Alors ça, c'est Léo, avec un nom que j'ai oublié, qui est retourné en Angleterre. Il a trouvé tout de suite après la libération de la famille en Angleterre. Et ça, c'est Shmuel Gogol, qui était spécialiste des harmonicas. Okay. Vous avez entendu parler de lui? Il était en France. Il est arrivé en France. Il a joué. Bon. Et ici, ça c'est moi. Hirsch, Léo, Shmuel Gogol. Donc vous vous retrouvez. Ici, quand on est arrivé à l'hôtel du Tessia, il y avait une famille qui cherchait des membres de la famille. Ils nous ont vus
Alors, ils nous ont invités le premier soir, le premier jour de libération. Et alors là, il y a un certain Léo qui s'était joint à nous pendant la marche des vivants. Il y avait une femme qui était sécurité sociale, quelque chose comme ça. Et ça, c'est Shmuel Kogol, qui était un grand spécialiste de l'harmonica. J'ai compris. Ok, ça, vous l'avez dit. On va peut-être. Il jouait à l'harmonica extraordinaire. Okay. Et il a joué en France, il a joué. Et puis, je crois qu'il est mort maintenant. Okay. Mais il avait un passé, il était chez Janusz Korczak, au Ferdinand de Warschau. Okay. Ça, c'est mon frère Moshe. Alors, vous sortez, vous êtes libéré, donc, je vous ai dit, le 4 mai, quelque chose comme ça. Le 3 mai. Le 3 mai. 45. Moshe, il est resté à Auschwitz. Comment il s'en sort? Moshe est resté à Auschwitz, mais il a été libéré, il a fait une marche. Quand les Russes sont arrivés pour Auschwitz. Il a fait la marche de la mort? Il a fait la marche de la mort, mais il a survécu. Et à Auschwitz, il était aidé par un homme très fort qui était Jean de Capot. Il l'a aidé à Auschwitz. Il a survécu. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez rencontré Moshe à nouveau, où on vous a dit que Moshe était en vie? Je me rappelle très bien. À Jérusalem, la première des choses que j'ai fait, j'ai été au Machon, les Chipus Krovim. Et je cherche. Je me trouve sur une carte, signalé vivant, après la guerre. La carte suivante, c'est mon frère Moshe. C'était incroyable. Et moi, je disais, comment il a fait? Il est plus jeune que moi, il a 15 mois. Moshe Hornfeld. Alors, il a fait partie de l'armée, de l'armée d'Israël. Il était policier, enfin, mais petit à petit, avec les années, il était dérangé physiquement. J'ai une question. Entre le moment où vous êtes libéré et le moment où vous découvrez que Moshe est en vie, c'est après plusieurs mois, après plusieurs années? C'était 11 ans. 11 ans. 11 ans après. 11 ans après. Quand vous êtes déjà monté en Israël? Quand je suis monté en Israël, j'étais dans le post-Krovim, la carte ici, j'ai cherché, j'ai trouvé lui. Et après, vous l'avez rencontré? Vous l'appelez? Oui, j'ai rencontré. Il était déjà à l'hôpital. Il vous a reconnu quand même? Il a eu une femme, il s'est marié, il a des enfants. Et c'est le seul membre de votre famille qui a survécu à la Shoah? Sur les 5 enfants, c'est le seul. On va continuer les... Mais une chose que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis persuadé que si je suis encore, je le dois à ma mère qui a prié le jour où je lui ai ramené mon petit frère. C'est-à-dire, je n'ai pas compris cette histoire. Ma mère était au ghetto de Sosnowiec et mon frère, Ludayoel, le dernier des 5, était pris avec moi. Et il ne me laissait pas tranquille. J'ai réussi à sortir avec lui par la porte la nuit. Je l'appelle ça Rahim Arsiara et là, c'était les Juifs qui gardaient. C'était au Cherotinez. Je vous ai raconté. Alors, je monte un escalier, il y a un policier juif qui m'arrête. Il m'engueule. Retourne. Je regarde de plus près, je vois, mais tu es mon cousin, tu ne vas pas me laisser monter sur le toit. Il m'a laissé. Alors après, là, j'ai trouvé sur le Boydem, un autre Boydem, pas très haut. Une femme m'a aidé à grimper, elle m'a aidé à prendre le petit. On est restés, ils sont restés toute la nuit là-bas, et nous, on était sauvés. Ils sont partis par le train après. Et les 16 étaient partis aussi. Et moi, je n'entends plus de bruit.
je descends, je prends le petit, on retourne au ghetto et on rentre à la maison. Ma mère, je lui apporte le petit. Elle le prend dans ses bras, elle se met à chialer comme un gosse. Et je suis sûr que la prière qu'elle a faite pour moi à ce moment-là, c'est grâce à ça que j'ai une survie, que je survis. J'ai dépassé les 90 ans. Il est tard, hein, il est un peu tard, là. Non, beaucoup d'émotions. On va peut-être finir encore avec quelques photos. Ça, c'est Moshe. Ça, c'est Moshe, on en a déjà parlé. Oui. Mais Moshe s'est marié, il a eu des enfants, je communique. Vous m'avez dit. Ils sont en Angleterre. Qui on voit sur la photo? Ça, c'est Père Roth, le Norvégien. Ça, c'est sa femme, Lilène, qui nous a sauvé la vie à Sachsenhausen. Donc, lui, c'est celui qui sur la route, quand vous devez aller vers la chambre à gaz, qui a dit que. Non, c'est pas ça. Si vous avez raconté tout à l'heure. C'est quand, au camp, à Sachsenhausen. À Sachsenhausen. Ils ont décidé de tuer tous les Juifs un jour. Et moi, j'étais parmi eux. Et lui, il est intervenu auprès du Lagerarzt. Il lui a dit, comment je vois, mais le docteur Domel, il a besoin d'eux. J'ai compris. Ça, vous l'avez raconté. Oui. Donc ça, c'est lorsqu'il reçoit… Il a reçu des Chassidou. Entre autres, grâce à vous, vous avez témoigné pour lui. Ben oui, j'ai fait un dossier pour lui. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Herr Docteur, ich bin, c'est écrit en allemand. Ah, c'est vous qui témoignez pour qu'il soit… Oui, qu'il soit… Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On passe. Oui, j'ai témoigné pour lui. Grâce à ça, il a reçu la médaille des justes nations. Et il y a des arbres Yad Vashem pour lui. Ok, on va passer. Et on a communiqué jusqu'à la fin de sa vie. Il était très, très, très grand ami. Cette photo, vous voulez nous dire un mot dessus? Ça, On l'a ici. cette photo, c'est quand on arrive en Israël. C'est qui on? C'est qui ma femme, ça c'est ma grande fille, Malka, ça c'est mon fils qui est rabbin, Abraham, Yitzhak, Halevi, et ça c'est ma petite sœur. On avait 3 enfants. Et ma femme. Donc vous avez vécu en France plusieurs années? 21 ans. 21 ans en France? J'ai fait mes études, j'ai appris le français, j'ai fait mes études, je suis sorti ingénieur. Et après, j'ai pu travailler à Yad Vashem, pas à Yad Vashem, à Tassia Avirit. J'ai des brachot de la Tassia Avirit ici. Et il y avait un moment où j'avais fait quelque chose. Vous avez travaillé dans l'aviation israélienne? Pas l'aviation, Tassia Avirit. Oui, c'est dans le… C'est travail. La fabrique des avions. Tassia Avirit. J'ai compris. Voilà. Alors, on va finir encore avec peut-être une dernière photo. Voilà, peut-être nous dire quelque chose sur cette photo. Ça, c'est une photo d'Insurim. On a l'habitude de se retrouver, toute la famille, à Insurim. Comment ça se fait que toutes ces photos sont là? Ils les ont chippées. Voilà, ça c'est Madi ici. Malka avec son mari Yitzhak Meir, qui est chef de truc. Okay. Oui, il fait un travail utile. Il y a Abraham. Alors, donc ça, c'est une photo de famille avec tous vos enfants et vos petits-enfants. À Shabbat, pas à la maison, enfin, Motzei Shabbat. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Alors, Malka, c'est l'aîné, une femme qui… Oui, mais on a 20 petits-enfants. 20 petits-enfants. Oui. Et vous avez des arrière-petits-enfants? On a des arrières. Vous savez combien? Les arrières, je ne les compte plus. Bon, après, c'est… OK. S'il y a des questions, je vois des remarques ici. S'il y a une question, vous pouvez poser. C'est le moment de, pas d'ouvrir vos micros, mais s'il y a des questions que vous voulez poser par chat,
vous pouvez, et peut-être qu'après, Shaul nous dira un dernier message. Alors, nous, on voudrait avoir cette photo Quoi? que vous avez prise ici. Oui, vous l'avez, cette photo. Oui. Vous l'avez prêtée pour... Oui, c'est notre photo. Elle est chez vous, laissez-moi. Non, c'est notre photo. Voilà. Ok. Je vais quand même permettre d'ouvrir les micros si quelqu'un veut dire un mot. Pour moi, c'est très émouvant. Mais peut-être juste avant, on va demander à Shraga Blum, est-ce que tu es avec nous? Tu peux rouvrir ton micro? Shraga Blum, on le connaît. C'est pas le Blum qu'on connaît. Qui? Oui, oui. Blum. Oui? Il était là. Shraga Blum, On m'entend? On m'entend? Oui, on t'entend. Alors, juste avant ça, juste avant que Oui. Shraga va faire un El Malé Rachami, un briquet ou des allumettes. Vous avez un briquet ou des allumettes? Ah oui. OK? Un briquet, je n'ai pas de briquet. Des allumettes, des allumettes, oui. Elles sont là, les allumettes. On va demander, avant de clôturer cette soirée, vous pouvez toujours réagir, bien sûr. Voilà. On est déjà de ma stream. On va demander à Shaoul d'allumer une bougie en souvenir. Et après, on entendra Shraga Blum chanter El Melech Rachamim. On n'a pas de bougie ici. Là-bas, il y a Ah, vous avez... là. Tout est prêt. On va mettre ça ici. Vous allez maintenant allumer la bougie du souvenir. Bon, ça, Est-ce que vous voulez la dédier à quelqu'un en particulier? de l'autre côté, comme là. Ah, voilà. Allez-y. cette bougie numéro 5. Shraga, c'est à toi. Bien, bonsoir. Bon, c'est pas facile d'entonner un chant après un tel témoignage et ce n'est pas la première fois que j'entends Monsieur Shaul Loren témoigner. Je l'ai entendu à Lausanne déjà, à Jérusalem, et c'est chaque fois la chair de poule, beaucoup d'émotions à la fois pour quand on imagine, on essaie d'imaginer les horreurs qu'ont vécu les Juifs durant cette période, mais aussi de voir ces miracles des personnes qui ont survécu et qui vivent en Israël et qui inspirent malgré tout l'espoir et la tikva. Vous savez que le Haïl Malé Rachamim tourne toujours autour du même thème musical. Il y a beaucoup d'airs, mais qui tournent autour du même thème. Et l'air que je vais chanter maintenant est inspiré justement par un personnage dont vous avez parlé sur le site Lilmod il y a quelques jours. Je crois que c'est Madame Isabelle Machado Rekanati, qui avait été chanté par Shalom Katz, le Chazan Shalom Katz, qui était avec toute sa communauté à Brailov, au bord de la fosse commune où malheureusement ils ont tous été assassinés sauf lui, parce que sa voix a plu, entre guillemets, à DSS qui était sur place, et il a pu réchapper à la mort grâce à cela. Et ça fait très très longtemps que j'ai écouté cet air et qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Et donc c'est cet air-là que je vais essayer de reproduire dans cette prière. Il n'est pas un chant, qui est en fait une prière. שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים, קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים, את נשמות אחינו בני ישראל
אנשים, נשים, ילדים וזקנים, שנפלו בידי הרוצחים ונשפכו דמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה ובשאר מחנות השמד באירופה שנהרגו ונשרפו ונקברו חיים ושנרצחו בכל מיתות משונות ואכזריות. על קדושת השם ברור שאנחנו מתפללים בעד הזכרת נשמותיהם וגני עדן תהי מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסירם בצל כנפיו לעולמים ויצרור בצרח חיים את נשמתם. יצרור בצרח חיים את נשמתם אדוני ונחלתם וגן עדן תמנוחתם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן. Amen. Merci à vous tous. Merci à Shaul Oren. Encore, asseyez-vous. Peut-être un dernier message que vous voulez passer aux jeunes générations. Cette soirée est organisée par le Chouk Ben Ogros, le CNEF et l'Ilmod. Le Chouk Ben Ogros et le CNEF sont des associations qui aident les jeunes et les étudiants à s'intégrer en Israël. Est-ce qu'il y a un dernier message court, Shaul, que vous voulez faire passer à la jeune génération qui n'a pas connu ça? Quelque chose que vous voulez nous dire? Alors, je crois que après la Shoah, on doit accentuer la notion de Moussar Yehudi. Le Moussar Yehudi, c'est Rachmanim, Reishanim, comme les Chassadim. Afin de unifier notre peuple et d'influencer ceux qui sont un peu à l'écart, c'est développer le Moussar Yehudi. Reishanim, être humble. Reishanim, Rachmanim, comme les Chassadim. Étudier, mettre le Moussar Yehudi à la hauteur qu'il mérite, qu'on doit enseigner, qu'on doit étudier, qu'on doit développer la notion de Moussar Yehudi qui, en tant que résumé très, très brièvement, dit des Juifs, Reishanim, Rachmanim, comme les Chassadim. Ces trois notions fondamentales sont infiniment importantes pour qu'on les approfondisse et qu'on les applique. Merci. Toda Rabba, merci beaucoup, Shaul.
Et merci à vous tous d'avoir été présents. Moi, j'ai une dernière question. Je sais qu'il est tard, mais une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à quel moment et pourquoi vous êtes monté en Israël? Comment vous avez pris cette décision? Pour quelles raisons? Moi, j'ai eu un message de mon frère aîné, Yaakov, quand il a été envoyé à Apt, chez la sœur de mon père, Faïel. Il a rencontré là-bas des cousins qui étaient des sionistes. Ils étaient les fondateurs du Bnei Akiva à Opatouf, à Apt. Et là, il a appris le sionisme. Quand il est revenu à la maison, il nous l'a rendu. Et parce que mon père était chassid. Enfin, Eretz Israël n'était pas ce qui était le plus important. Et ça, il a appris à Apt et il nous l'a transmis. Et depuis lors, on vivait dans l'espoir de vivre un jour en Eretz Israël. Alors, je rappelle mon frère Yaakov Ben Avraham Yitzhak Halevi, qui nous a influencés dans cet idéal et nous continuons à penser. Il a eu une femme qui avait l'intention de monter en Israël. Parce que moi, quand j'étais en Algérie et j'étais dans un mouvement de jeunesse, Israël avait envoyé des représentants pour un petit peu nous faire partir. Et il y en a un qui m'a dit, si tu as envie de partir, tu peux partir tout de suite. J'avais 17 ans. Alors je dis non, ma mère est décédée et je ne vais pas faire ça à mon père, je ne vais pas partir maintenant, mais je vais attendre. Mais j'avais toujours dans l'idée que je monterais un jour en Israël. C'est en quelle année que vous êtes monté? On est monté 68. en 68. Tout de suite après la guerre des 6 jours. Parce qu'on a cru à la guerre des 6 jours, on a cru que ça y est, on avait raté le départ. Ouais, on était sûr que c'était la fin. Et alors on s'est vite dépêché et puis on est monté tout de suite après. Avec nos 3 enfants. Ça, c'est la première photo, justement, quand on est arrivé dans le pays. Et depuis, vous êtes à Jérusalem depuis? Depuis, on était d'abord, on a habité à Holon pendant 18 ans, alors que je ne voulais pas. Moi, je voulais monter à Jérusalem, mais à cause de son travail, on a été on était à Holon, 18 ans, mais après 18 ans, on est monté. Et ça correspondait, j'ai trouvé un travail au nord de Jérusalem. Alors, on a été monté. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais permettre d'ouvrir les micros. À partir de maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros. On vous remercie toutes et tous. Vous avez été des centaines à suivre ce témoignage poignant. Et encore une fois, merci à Shaoul. Nombreux, je l'ai connu très bien parce que j'ai fait pas un camp, non, on ne faisait pas des camps, mais on faisait des vacances. J'étais avec lui, il était le directeur et moi j'étais monitrice là-bas. Et on se connaissait beaucoup avec Benoît. Je connais très très bien Benoît. Shaoul, Oui. T'es passé par Moissac, non? D'accord. Où est-ce que tu as connu Bamboula? Bamboula, j'ai connu à Moissac. Ah, c'est ce que je dis. Bamboula. Et il y avait un petit journal à Moissac pour tout le monde pouvait écrire. Bamboula, je crois, il a écrit pas mal dans ce journal. Tu sais que sa femme, Bamboula, il était très drôle, c'est ce que je peux dire. Il était joyeux, il était mignon, il était un peu plus petit de taille qu'ordinaire, mais il était aimé par tout le monde, Bamboula. Tu sais que sa femme, elle vit, hein? Sa femme, elle vit encore. Elle vit encore. T'entends pas? Transmettez-lui le message, enfin, pas le message, et les bons voeux pour vous et vos familles. On a beaucoup aimé Bamboula. Ok. Merci Nicole. Est-ce qu'il y a
une question. Je sais qu'il peut y avoir des centaines de réactions, de gens qui sont émus, qui veulent. Est-ce qu'il y a une question? Et puis après, moi, je pourrais rester ici des heures, mais je pense qu'on va devoir terminer. Moi, j'ai beaucoup aimé son livre. Voilà, ah, merci Nicole. Tu me rappelles que pour ceux qui ont apprécié, Shaul Loren a écrit un livre qui s'appelle, j'ai oublié le titre, Comme un feu brûlant. Comme un feu brûlant, donc vous pouvez le retrouver certainement. Chez l'Harmattan, on le trouve. Il a été imprimé par En l'Harmattan. français. En français. En Oui, français. chez l'Harmattan. Et Après, en on en a hébreu, plus en vrai. en hébreu, il a été traduit par moi, enfin, par quelqu'un corrigé. Il est sorti, mais on a sorti peu de livres et il n'y en a plus. Mais on peut toujours le faire imprimer s'il y a une grande demande. Ça marche. Merci beaucoup à tous. J'ai une demande. Comme Jean-Israël est le père d'un de mes cousins proches, est-ce qu'il a encore quelques mémoires de sa rencontre avec Jean-Israël? Jean-Israël, c'est comme la famille. Lui et ses enfants, on est en rapport avec Martine, avec Laurent. Oui, c'est ça. Et on téléphone pour les fêtes et pour les choses importantes. Et nous avons des visites de temps en temps, mariage. C'est comme la si famille. c'était nos cousins. C'est formidable parce que effectivement, Laurent est mon cousin, c'est très sympathique. Il n'y a pas longtemps, peut-être 15 jours, il était venu chez nous. Laurent. Laurent, il nous a téléphoné. Non, mais il est venu Il est aussi. venu, moi je ne l'ai pas vu, mais au mariage,